Salut. Alors, aujourd'hui, on va parler de la compagnie qu'on appelle Marathon Petroleum. Donc, c'est un raffineur aux États-Unis. On est toujours ici dans le secteur de l'énergie de manière générale, mais ici, option downstream. Downstream, on a parlé dernièrement ici de Philips 66 et dans le groupe euh, Top Premium dans le school ici, j'ai parlé du secteur du pétrole et du gaz ici il y a oui, je pense la semaine passée, certains ont eu certains ont pu lire ce document, ont pu prendre connaissance de ce document il y a quelques temps. Donc, on parle essentiellement du raffinage, etc. Donc, on ne parle pas juste de ça, on a parlé des intégrés, pétrole et gaz intégrés, style ExxonMobil. On a parlé de l'exploration et la production. Bon, ici, aujourd'hui, je vais parler d'une entreprise dans le secteur ici du raffinage et du marketing. Et vous voyez que personnellement, je suis plutôt positif par rapport à ce secteur-là. J'ai donné mes raisons, etc. Donc voilà, le document, il est assez long, donc on n'est pas là pour le lire ici. C'est essentiellement réservé aux personnes qui nous rejoignent ici dans le Top Premium, ou bien sûr celles qui sont déjà présentes ici. Donc, j'ai également partagé il y a quelque temps un document dans l'option ressources. Ceux qui sont dans le Top Premium vont le voir. Ça concerne ici le pétrole, donc je vous laisse aller voir à quoi ça ressemble. Et donc aujourd'hui, je vais continuer avec la compagnie qu'on appelle Marathon Petroleum. Alors, la dernière fois, quand j'ai fait une vidéo sur Philippe 66, il y a quelque chose qu'il faut que je mentionne, sinon je risque d'oublier. Ces entreprises, il faut prendre souvent en considération le coût de remplacement. Pourquoi? Parce que, en fait, une raffinerie qui a été construite dans les années 80, dans les années 2000, n'a pas le même coût de construction en date d'aujourd'hui. Ça coûte peut-être 2 fois plus cher. C'est peut-être 2 fois plus compliqué, surtout en Californie. On en a parlé dans dans le document, l'analyse sectorielle. Donc, entre parenthèses, ce dimanche, vous aurez l'analyse sectorielle ici concernant ici les rates. On va parler de tous les secteurs d'activité. Ça sera assez costaud. Donc, pour ceux qui sont dans le top premium, je vous laisse aller voir. Ceux qui veulent nous rejoindre dans le top premium, n'oubliez pas, généralement, le lien pour nous rejoindre dans le top premium est essentiellement dans le groupe School où vous pouvez poser des questions. Il y a un groupe School qui s'appelle Club Top Invest. Donc, c'est à ce niveau-là que vous pouvez poser des questions, etc. C'est pour ceux qui veulent, je vous mettrai les offres à ce niveau-là. Donc, concernant Marathon Petroleum, comme je l'ai dit tantôt, si on a construit une raffinerie dans les années 80, les années 2000, elle n'a pas le même coût de construction en date d'aujourd'hui. Avant, ça coûtait peut-être 1 milliard. Aujourd'hui, c'est peut-être 2 milliards. Peut-être que c'est encore plus compliqué avec les normes environnementales, etc. Donc, le tangible book value va essentiellement nous donner, oui, ça peut être intéressant de l'utiliser, mais ça ne sera pas forcément une bonne réponse. D'accord? Parce que quand on regarde le gross, comment on appelle ça, voilà, property, plan and equipment, je vais le prendre ici en gross, ok, parfait. Donc ça c'est avant tout ce qui concerne ici les dépréciations, amortissements, c'est près de 74 milliards sur le papier. Donc c'est-à-dire que la valeur dans le bilan c'est 74. Or, le coût de remplacement est peut-être différent, ça vaut peut-être 2 fois plus cher. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. C'est également une autre manière de voir, de valoriser ce business-là. C'est une manière alternative qui serait même un peu plus adaptée. Bref, il faut également savoir que dépendamment de ce qu'elle produit précisément, etc. Bref, je vous laisse aller voir ces éléments-là. Et elle n'a pas que des raffineries, cette compagnie. Je pense que si on regarde bien, elle a également tout ce qui concerne un réseau de pipeline avec MPLX. Donc, pour faire simple, on va déjà parler ici de tout ce qui concerne ici l'avantage concurrentiel de cette compagnie. Je fais simple, hein, j'envoie la demande, la requête ici dans le prompt ici de base, qui fait partie ici de la bibliothèque de prompt de base. Essentiellement, je lui pose une question, est-ce que cette compagnie a un avantage concurrentiel? Si oui, comment il s'appelle? Ok? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est étroit? Est-ce qu'il est large? Est-ce qu'il est en décroissance? Il me dit essentiellement, et je sais qu'il y a de grandes chances que ce soit vrai, parce que dans ce type d'entreprise, ce sont des usines, donc les coûts de production, c'est la clé. Ok? Donc, Marathon Petroleum ici possède une source de mode unique mais réelle. Donc, unique, c'est-à-dire ici qu'on n'a qu'une seule source, globalement. Donc ici, c'est un avantage de coût structurel issu de l'envergure dont la grande échelle de raffinage ici aux États-Unis, d'une forte proportion de capacité sur le Gulf Coast à moindre coût et d'une intégration midstream captive via MPLX. Donc la capacité de raffinage brut atteint à peu près 3 millions ici de barils par jour, je pense bien, si ma mémoire est bonne, pour un traitement de à peu près, la capacité, c'est 2009, c'est presque 3 millions pour un traitement à peu près de 2,8, donc de brut en 2025, et de vente le produit raffiné de 3,7 millions de barils de pétrole. Bref,
Ça, ce sont des détails quantitatifs ici. Donc, l'essentiel ici, c'est que cet avantage reste toutefois ici, et justifier sa réponse. Il est étroit. Pourquoi? Parce que le record ici, en termes de profit provenant des dernières périodes, vient essentiellement ici, porté par la disruption d'approvisionnement liée à la guerre aux États-Unis, qui a poussé ici les marges de raffinage à des niveaux inédits depuis plusieurs années. Donc, ça doit être traité ici comme un choc géopolitique transitoire et non comme un élargissement structurel du monde. Donc, essentiellement, ici, il nous demande de faire une chose. Faites attention à la situation actuelle. Donc, quand on regarde dans cette situation actuelle, vous pouvez lire, hein, je mets ça ici, ceux qui ont accès à la bibliothèque de prompt de base, ici, vous lancez ce prompt-là et vous allez pouvoir avoir à peu près le même type de réponse ici. L'essentiel, c'est qu'on retrouve low cost production. Et comme je dis toujours, on discute avec le prompt. On n'est pas juste là pour dire, ah ok, merci, tu as raison. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que tu peux m'en dire plus, etc. Ça nous permet de pouvoir avancer plus rapidement, un peu plus en profondeur, poser des questions qui comptent réellement dans ce type de business. Parce que les chiffres, si je te présente cette compagnie, que tu as ton logiciel ici d'analyse quantitative, tu vas te dire, oh, 6 fois les bénéfices, les forward PE sous-évalués. Oui, mais les bénéfices d'aujourd'hui, qui sont essentiellement liés au coût du pétrole, au prix du pétrole actuel. Donc, ils gagnent énormément. Quoique ce genre d'entreprise, dites-vous une chose, c'est qu'elles ont tendance à gagner de l'argent qu'importe le prix du pétrole. Faites attention. Quand le prix du pétrole est élevé, on gagne un peu plus. Quand il est moins élevé, on gagne un peu moins, mais on en gagne toujours. Ce n'est pas comme les compagnies de pétrole et de gaz ici, d'exploration, qui doivent également gérer leurs coûts de production, etc. Mais bon, ici, ça doit également dépendre d'autres éléments. Donc la logistique joue beaucoup pour faire des économies. Donc parfois, mais il faut comparer ces entreprises-là. Vous les prenez globalement, vous les mettez tous ensemble. Vous comparez la marge brute. D'accord? Vous avez les Valero, tout, etc. Ils ont toujours une marge brute moins élevée. C'est normal. La marge brute dans ce secteur d'activité, c'est normal de voir ça à ce niveau. On peut faire une comparaison simple. 1, 2, 3, 4, 5. Même si ce n'est pas ça que je voulais faire ici, je vais prendre VLO. Donc, je mets ici déjà la médiane. Donc, je vais prendre ici, je vais les comparer sur une vingtaine d'années. Je mets VLO. Boum. Ensuite, je prends qui? L'autre compagnie ici s'appelle PSX. On a également Sinclair, PBF, si ma mémoire est bonne, PBF, ouais, c'est ça, PBF Energy. Je peux également rajouter la compagnie qu'on appelle Sinclair. Donc Sinclair, c'est ticker symbole, c'est Dino. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, je les connais depuis très longtemps. Donc, je vous ai toujours raconté l'histoire selon laquelle j'ai perdu beaucoup d'argent dans les années 2014 ici avec le secteur du pétrole, etc. Parce que moi, je regardais les PER, machin, truc. Ça m'a forcé à m'intéresser au secteur d'activité. Enfin, je ne suis pas investi dans ce secteur d'activité. Je n'ai pas l'intention de l'être dans le futur. Mais bon, à certains moments, dépendamment du marché, on ne dit jamais jamais. Hein. Si on me présente un prix qui est selon moi correct, peut-être que je pourrais y aller. Mais globalement, ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on compare les marges brutes médianes, l'entreprise qui a les marges brutes les plus élevées du secteur, c'est qui? Philippe 66. Ça veut dire que Philippe 66 a quelque chose d'intéressant. Par rapport aux autres. Il faut chercher c'est quoi précisément, d'accord? Il faut également comparer ça sur les dernières années. Peut-être qu'ils sont en réseau, peut-être que ces usines sont plus efficientes, ou bien elle est dans une zone géographique, ou bien son taux de comment on appelle ça, enfin, les usines sont plus efficientes. Ça répond à peu près à ce type de questions-là déjà. Mais bref, elle doit avoir quelque chose de plus intéressant que les autres. Donc à partir d'ici, je sais que qu'est-ce que Philippe 66 fait que les autres ne font pas. Ok, je ne prends juste pas les marges actuelles, attention. Quand on compare sur les 10 dernières années, vous voyez encore que le premier ici, c'est Philips 66. Ensuite, on a la compagnie MPC, Marathon. On a ici la compagnie HF Sinclair. Ensuite, vous avez ici Valero, donc Valero fait partie des derniers, même si les marges de Valero sont de plus en plus élevées sur la dernière période. Donc, si on compare les 5 dernières années, vous allez voir que le classement change. Grosso modo, ce qui m'intéresse, c'est surtout les 10 dernières années. Nous rappelez-vous également que ces entreprises-là changent. Elles ont peut-être des usines de plus en plus modernes, ce genre de choses. Elles ont peut-être fait des acquisitions, le volume est peut-être plus élevé. Bref, on est peut-être dans une zone géographique où la consommation est plus élevée, où on exporte. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent rentrer en considération. Mais globalement, ici, vous voyez que tous sont à peu près le même niveau de marge. Personne, s'il y a des marges de 20-30% par là, c'est totalement normal dans ce secteur d'activité. Je dis toujours, chaque secteur d'activité est différent. Ensuite, on peut comparer ici voilà, je vais le remettre comme ça.
Je prends MPC jusque, voilà, VLO. Ce que je vais faire, c'est que je veux qu'il me redonne à peu près la même, voilà. Donc je reviens sur MPC, ok. Donc, on peut comparer ici. Ensuite, je regarde les net income. Les net income vont avoir tendance à fluctuer par rapport au prix du pétrole. Si je vous montre le prix du pétrole ici, vous allez voir que ça suit à peu près cette tendance-ci. Donc, ensuite, on va regarder les marges EBITDA. On recherche également la même chose, la stabilité, etc. Mais grosso modo, ce que vous devez comprendre, c'est que la stabilité, c'est très important ici. Vous voyez que qu'importe le prix, on a tendance à regarder aux alentours de 7% par là. OK? Donc, à partir d'ici, vous savez que c'est le type d'entreprise qui ne doit pas avoir énormément de dettes. Donc, quand on va regarder la marge EBITDA, vous m'entendez souvent dire dette nette to EBITDA, etc. Il faut que ce soit à un certain niveau. Mais attention, il y a des secteurs d'activité où je ne veux pas avoir une dette nette to EBITDA de 5. Attention, je veux peut-être une dette nette to EBITDA de 3, grand max. OK? Donc, quand je compare ici au niveau de dette nette globale, on ne fait pas ici. Il faut faire attention au niveau de la dette nette concernant on ne fait pas une normalisation de la dette nette, donc on la prend du point de vue volume en date d'aujourd'hui. On a près de 27 milliards de dette nette par rapport ici à un EBITDA aux alentours de 8 milliards par là. Ça donne à peu près 3,4. Si on prend les 10 dernières années, les 5 dernières années, ça donne à peu près 12 milliards ici. Donc quand on prend 27 divisé par 12, ça sous-entend, voilà, on peut repayer à peu près la dette nette avec l'EBITDA. Vous savez qu'on ne le fait pas, d'accord? On ne paye pas la dette avec les bidas, mais avec plutôt les free cash flow. Donc, on peut repayer ici en moins de 3 ans. OK, c'est correct. Sur les 5 dernières années, ça sous-entend également qu'il faut que le prix du pétrole reste à peu près sur la moyenne qu'on a connue sur les 5 dernières années. Quelle est la moyenne? Il faut également surveiller le volume de production. OK? Il ne faut pas qu'il diminue, il faut qu'il reste à peu près à ces niveaux-là. Et que l'entreprise reste à peu près efficiente. Donc, si on prend les 5 dernières années, à partir d'ici, on doit se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a de grandes chances que le prix du pétrole reste aux alentours ici, je vais les prendre ça en mon lit, aux alentours ici de 70 dollars le baril de pétrole, en moyenne. Bon, je prends le WTI, voilà. En moyenne. Moi, je ne sais pas. Hein. En réalité, je préfère me fier aux 10 dernières années, aux 20 dernières années, commençons par là. On est également à peu près aux alentours de 70 dollars. Donc, on va se balader dans ces eaux-là, 70, 60. Bref, je ne suis pas là pour deviner à quoi va ressembler le prix du pétrole demain. Ce qui m'intéresse, ce sont les coûts de production. Et il y a de grandes chances qu'on reste à peu près à ces niveaux-là. Il faut regarder le cash cost ici, curve de Wood Mackenzie, je vous en ai déjà parlé. Bon, là, je vais accélérer parce que, vous savez, je ne peux pas tout raconter dans une vidéo. Il y a toujours... J'ai d'autres entreprises également qu'il va falloir présenter. Donc voilà, prenez Marathon ici comme l'exemple. Mais globalement ici, ce qui nous intéresse avant tout, c'est la stabilité des différents éléments. Et donc, qui veut dire qu'il ne faut pas trop faire confiance aux chiffres actuels. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas durer. De toute façon, j'ai mon raisonnement par rapport au coût du pétrole, pas au prix du pétrole, mais par rapport au secteur de l'énergie ici. J'en ai parlé, donc ceux qui ont lu, ont lu. Donc ici, on va faire simple, on va aller rapidement. Je vais le prendre par rapport au cash flow opérationnel. Donc, cash from operation. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends les 5 dernières années? Est-ce que je prends les 10 dernières années? Ça, c'est la première question. Alors, surtout, il faut que je regarde au niveau des volumes. Est-ce que les volumes ont changé depuis 2018 ou bien depuis 2016? Est-ce qu'on a un changement de volume? Si on a un changement de volume, il faut que je prenne ça en considération. Les prix des 5 dernières années, est-ce que ça correspond à peu près à la moyenne qu'on a eue sur voilà, sur les 20 dernières années? Pas juste le prix actuel. Hein. Si je prends le prix du pétrole sur les 5 dernières années, ici, prenons les 5 dernières années, on est à peu près à 76, 77 dollars par là. OK? Donc, si on prend les 10 dernières, on est à peu près aux alentours des 65 dollars par là. Donc, on reste dans ces eaux-là, entre 60 et 75 dollars. OK. Maintenant, je ne sais pas à quoi va ressembler le pétrole demain, surtout que vous avez des tendances de personnes... Enfin, la réduction, enfin, c'est pas que la production a été réduite, etc. Vous savez qu'est-ce qui se passe présentement, mais également, vous avez également les problèmes avec l'OPEP, etc. Tout est lié. Maintenant, à vous de voir si s'il est totalement normal de s'attendre à un prix de 100 dollars dans le futur. Et vous savez quel impact ça peut avoir au niveau du PIB. Bref, je continue à en dire trop ici, donc je vais m'arrêter juste là, on va aller faire la conclusion rapidement ici. Donc, qu'est-ce que je dois choisir? Parce qu'ici, je sais une chose, c'est que les prévisions ne seront pas souvent assez correctes. C'est difficile de faire des prévisions sur ce type de business. C'est pas facile, on va le dire comme ça. Quand on regarde ici, les analystes ont tendance à le faire. Enfin, ils ont tendance à voir quand même un taux de réussite assez intéressant. Donc, vous voyez ici que sur les 10 dernières années ici, les analystes se sont trompés, disons, 20% du temps. C'est assez intéressant, donc pourquoi pas. Mais je ne vais pas me fier aux attentes. Vous voyez que déjà les attentes sont de moins en moins élevées ici. Donc, vaut mieux qu'on prenne à peu près ce qu'on a eu tendance à voir sur voilà, depuis 2022. Bon,
Depuis 2022, ici, on va se dire ici que on est à peu près à les 5 dernières années. Donc ça donne quoi? Aux alentours de 10 milliards. 10 milliards ici, à 10 fois les bénéfices, à 10 fois les cash flows. Attention, parce que ça, je prends les cash flows opérationnels. 10 fois les cash flows, moins la dette nette. La dette nette actuelle qui est à peu près aux alentours de 27 milliards, moins 27 milliards, divisé par le nombre d'actions. Donc on a un nombre d'actions ici, si je regarde bien, c'est normal de racheter des actions ici, à peu près aux alentours de 0,290. Ça donne 252. Donc pour moi, je dirais que le prix actuel est juste correct. Bon, maintenant, c'est à vous de voir bon, si c'est trop élevé, etc. Mais voilà, vous avez la conclusion. Ça, ce n'est que mon avis. Mais globalement, ici, pour vous dire la vérité, moi, j'aime bien aller un peu plus long, donc étendre un tout petit peu cette période-là. Donc peut-être que je prendrai les 10 dernières années. Si un prix devait venir à m'être proposé ici à 10 fois les cash flows, moins 27 dollars, moins 27 ici en termes de dette nette, divisé par 0,290. Ça donne à peu près aux alentours de combien? 148. Donc ça sera à peu près un prix intéressant pour moi, en dessous, 2 fois moins élevé que ça. Et il faudrait que, de préférence, si on arrive à avoir un prix aux alentours de, voilà, 25 dollars, qui est le tangible book value. Mais comme je l'ai dit, le tangible book value n'est peut-être pas la bonne information. Il n'est peut-être pas assez robuste ici. Alors, ce que je fais, je ne dis pas que c'est parfait, hein, on va faire ceci. Quel est le coût de remplacement des actifs? Voilà. Je ne sais pas, on va le faire comme ça, on va vérifier quel est le coût de remplacement des actifs ici. 59 long terme assets. Non, des actifs tangibles. Non, pas les actifs tangibles. Voilà, des property plant and equipment. Voilà, des property plant and equipment. Oh, voilà. Aujourd'hui. Oh, voilà. On va essayer de regarder. Donc, il va prendre en considération les dernières transactions, les dernières variations ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une usine qui a été construite avec 1 million? Quand on regarde à peu près le coût de production global. Et vous voyez ici que dans le bilan, c'est le property plant and equipment. En gros, c'est à peu près 80 milliards par là. OK? On l'a vu tantôt tout à l'heure. Mais toutefois, le coût de remplacement ici réel sur le marché actuel est estimé à 130 à 150 milliards. Coût de remplacement. Alors, la question que je vais me poser ici, c'est derrière, vous allez lui demander pourquoi quelle est la raison pour laquelle il annonce cela. Il vous donne à peu près une certaine réponse ici. Donc, MPC traite à peu près 3 millions de barils par jour. Construire une raffinerie moderne aux États-Unis coûte aujourd'hui entre 25 et 35 000 dollars par baril de capacité journalière. Donc, le coût de remplacement de ces 13 raffineries oscille donc entre 75 et 105 milliards. OK? Ensuite, vous avez ici les actifs de logistique. Parce qu'il en a également. Remplacer le réseau de pipeline, de terminaux maritimes, etc., c'est entre 40 et 50 milliards. Alors, j'aime bien prendre la borne inférieure ici. Donc, je prends la borne inférieure qui est à peu près aux alentours de, on avait dit 75, non pas 75, disons 75 plus 40 milliards. Budget d'investissement global. Projet s'élève à 1 milliard 600 MPC seul, complété par une enveloppe augmentée ici. Maintenance, croissance. Donc, je prendrai la borne inférieure de 130 milliards. Voilà, on n'est pas là pour la précision. 130 milliards moins les 27 milliards ici de, disons, dette nette, etc. Divisé par le nombre d'actions, on a à peu près 290 millions d'actions. On tombe à peu près sur un prix aux alentours des 300, 355. Donc, vous voyez que la première option qui prenait la normalisation ici, où je mentionnais, bon, voilà, on tombe à peu près sur quelque chose dans ces eaux-là. Donc, pour moi, quand je prends en considération le raisonnement quantitatif lié au cash flow sur les 5-10 dernières années, plus le coût de remplacement, moins la dette, ça reste une estimation, on tombe à peu près sur quelque chose. La première fois, on avait 355, enfin, avec le coût de remplacement, c'est 355. Ensuite, on a eu 250. Ensuite, on a eu ici 150. Donc, j'additionne les trois, et je divise par 3. Je ne me casse pas la tête. Donc, on reste à peu près grosso modo dans les 250. Donc, vous voyez que ce n'est pas très loin de la première méthode qu'on a utilisée. Donc, il y a plusieurs méthodes que vous mettez côte à côte et vous vous donnez une idée. Donc, faites attention à certains business. On ne regarde pas juste du point de vue PER. Donc, parfois, des entreprises ont quelque chose d'intéressant. Même si elles n'ont pas de bénéfices extraordinaires, ça peut être ici des actifs irremplaçables qui ont une certaine valeur. Je vous parle souvent de la compagnie qu'on appelle Cheniere Énergie. Voilà, donc je vais lui poser à peu près le même type de copie. J'espère qu'il va comprendre. On n'est pas là pour parler de Cheniere Énergie, hein, mais je vais lui demander de faire la même chose ici. Voilà.
Je vais prendre ça. Mais on fera une vidéo sur Cheniere Énergie de manière générale. Donc Cheniere Énergie également peut avoir un coût de remplacement assez élevé par rapport à ses actifs. Donc aujourd'hui, c'est peut-être 85 milliards par là, on mentionne. Donc Cheniere Énergie a une valorisation en date d'aujourd'hui de combien? Ils ont des actifs très intéressants. Donc ils sont valorisés à 85. Voilà, valeur d'entreprise, c'est ça. Donc si vous enlevez la dette, vous tombez à peu près dans ce chiffre-là. Cheniere Énergie. Vous voyez? Donc le coût de remplacement, c'est un élément très important. Donc n'oubliez pas, quand vous allez analyser une compagnie dans ce secteur du pétrole et du gaz, que ce soit les compagnies extractives, type Total Energy, façon Total Energy, Chevron, etc., ou bien des compagnies ici dans le domaine du downstream, ou bien des pipelines, pensez au coût de remplacement. Ça doit être instinctif. Mais vu qu'on est des petits porteurs, il est encore préférable de parler de coût de remplacement, mais surtout sur les entreprises qui sont rentables, qui sont bien positionnés pour continuer à faire de l'argent. Parce que quand on parle de coût de remplacement, techniquement, si l'entreprise doit se faire acheter par un autre business, peut-être que ça pourrait fonctionner. C'est peut-être une métrique à aller regarder, mais voilà, vaut mieux toujours également prendre en considération la génération de cash flow, etc. Donc j'espère que cette vidéo sera vue par le maximum de personnes. Ceux qui l'ont vue, n'en parlez à personne. Gardez ça très jalousement et allez-y vous-même rechercher, vérifier ce que je viens de mentionner tantôt. Donc, quand on parle de valorisation ici, il faut regarder plusieurs éléments. Donc, ici, on a fait une valorisation quantitative. Je ne me suis pas trop cassé la tête parce que derrière ça, il y a d'autres questions dans tous les cas de figure. En tout cas, en termes de valorisation ici, moi, je resterai aux alentours des 250 $ ici. 250 $, est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Pour le secteur d'activité, je dirais oui. Pourquoi? Parce que dans ce business-ci, ça fait partie des meilleures entités. Enfin, j'en ai besoin de façon pour faire ma watch, pour faire mon suivi. Et donc, je mettrai ici voilà, Oil and Gas, MPC, je vais mettre ici 250, voilà, et je mets la date d'aujourd'hui. Donc, en termes de dividendes, etc., on s'entend sur une chose. Le dividende, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Normalisez les free cash flow, prenez généralement ici 50% de ces free cash flow-là, et voilà, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir.